La chambre d'appel. Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir. Je déclare ouverte la séance destinée à la lecture de la décision en appel de la Chambre africaine extraordinaire de Dakar. Avant de vous livrer le contenu de nos réflexions, je vais m'acquitter d'un devoir protocolaire. Chers invités, Mesdames, Messieurs, pour ce qui nous concerne, un travail de 7 mois s'achève. Si nous sommes en première ligne pour rendre une décision, c'est que nous avons bénéficié d'une collaboration et d'un soutien auquel nous tenons à rendre un hommage mérité. Nos remerciements vont d'abord aux autorités de la Cour d'appel de Dakar, précisément au premier président et au procureur général, dont les locaux ont abrité nos travaux. Nous remercions les forces de sécurité, police, gendarmerie, administration pénitentiaire, qui ont fait montre d'une présence parfois discrète, mais toujours efficace dans l'accomplissement de leur mission. Nous saluons vivement leur sens du devoir accompli sous la houlette de Monsieur le procureur général, M. Mbacké Fall, que nous félicitons pour sa présence efficace et son urbanité qu'il partage avec ses adjoints. Nous saluons dans le même élan la collaboration loyale et la compétence des avocats qui ont défendu les positions et intérêts des parties au procès. Nous tenons à associer à ces remerciements les personnels administratifs et techniques des chambres africaines extraordinaires pour sa loyauté et sa diligence sous la conduite éclairée de l'administrateur des chambres, M. Siré Aliba. Une mention spéciale sera accordée à nos 2 assistants juridiques, Maître Margot Lenormand et M. Mahmoud Falilou Diop, pour leur contribution remarquée à nos travaux. Nous pensons à la presse, journalistes du Sénégal et d'ailleurs, pour avoir couvert ce procès historique en faisant preuve d'abnégation et de perspicacité. Nos pensées vont enfin vers tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont accompagné les chambres africaines extraordinaires dans l'exercice de leur œuvre de justice. Je vous remercie et nous allons donc passer à la deuxième phase de la journée. Maître, veuillez appeler l'affaire au rôle de ce jour. Affaire Hissène Habré contre procureur de la République. Il y a les tapis, il faut amener les tapis. Ah, d'accord. Les tapis. Ah bon. D'accord. Oui. Non, je préfère ça. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons procéder à la lecture du résumé de l'arrêt en appel du 27 avril 2017 dans l'affaire procureur général contre Hissène Habré.
Oui. Ce matin, la Chambre extraordinaire d'assises d'appel va rendre son arrêt dans l'affaire le procureur général contre Hissène Habré. Introduction. Le texte dont je vais donner lecture est un résumé de l'arrêt rendu ce jour par la Chambre africaine extraordinaire d'assises d'appel, qu'on appellera par la suite Chambre d'appel, dans l'affaire susmentionnée. La complexité des questions de droit posées par les moyens d'appel et la longueur de l'arrêt de près de 228 pages imposent à la Chambre de recourir à ces résumés par lesquels elle va exposer les moyens d'appel des parties et ses propres conclusions. Le texte des conclusions faisant foi est celui de la version finale et définitive de l'arrêt, dont les copies sont disponibles au greffe des chambres africaines extraordinaires. Le procès d'Hissène Habré a commencé devant la Chambre africaine extraordinaire d'assises le 20 juillet 2015 pour se terminer le 29 juillet 2016 par la décision sur les réparations civiles. Le 30 mai 2016, la Chambre d'assises a rendu sa décision sur l'action publique, au terme de laquelle elle a constaté qu'ayant exercé les plus hautes fonctions dans son pays, de ministre de la Défense, chef suprême des armées et président de la République du Tchad, Hissène Habré a pendant plusieurs années initié, dirigé et perfectionné un système de répression qui a abouti à des détentions arbitraires, des exécutions sommaires, des traitements cruels et inhumains, des tortures systématiques, des viols, des réductions en esclavage et des enlèvements suivis de disparitions. La Chambre d'assises a constaté qu'Hissène Habré a mis en place des prisons parallèles en créant la DDS et la BISSUR dont il nommait et destituait les agents et responsables. Il a mené une lutte implacable contre les populations du Sud, les Hadjaraï et les Zagouas. La Chambre d'assises en a conclu que Hissène Habré contrôlait la plupart des organes de sécurité impliqués dans cette répression, ainsi que dans la réalisation de l'entreprise criminelle commune. Tirant les conséquences de ces constats, la Chambre d'assises a acquitté Hissène Habré du crime de guerre de transfert illégal et l'a déclaré coupable de crimes contre l'humanité, crimes autonomes de torture et crimes de guerre englobant chacun diverses infractions sous-jacentes. En répression, la Chambre d'assises a condamné l'accusé à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Le 10 juin 2016, la défense a interjeté appel contre la décision sur l'action publique. Le procureur général a formé appel incident. Sur les intérêts civils, la Chambre d'assises a déclaré recevables en leur constitution de partie civile les victimes ayant été attendues lors de la procédure et celles ayant justifié de leur identité et de leur lien de parenté avec la victime directe. Elle leur a accordé des réparations individuelles dont le montant est de 10 millions pour toute victime indirecte, 15 millions pour chaque victime de torture, rescapé du massacre et détention arbitraire, et 20 millions pour chaque victime de viol et d'esclavage sexuel. La Chambre d'assises a déclaré irrécevables les demandes des victimes non détaillées d'éléments d'identification. Elle a également rejeté les demandes relatives aux réparations collectives et morales. La défense et les associations des parties civiles ont interjeté appel de la décision sur les réparations. Toutes les parties ont déposé leur mémoire d'appel dans les délais fixés entre les 7 et 27 décembre 2016. Les audiences d'appel se sont déroulées du 9 au 12 janvier 2017. La Chambre d'appel estime utile de rappeler que le droit applicable
aux chambres est le statut et pour les cas non prévus par celui-ci, la loi sénégalaise. Les chambres africaines extraordinaires de caractère international peuvent également s'inspirer de la jurisprudence pénale internationale. La Chambre d'appel rappelle que s'agissant des erreurs de fait, il appartient à l'appellant de démontrer que les conclusions de la Chambre d'assises ont entraîné un déni de justice, c'est-à-dire qu'aucune personne douée d'une capacité normale de raisonnement n'aurait accueilli l'erreur d'une part, et que celle-ci était un élément décisif dans les résultats d'autre part. S'agissant des erreurs de droit et de procédure, la Chambre d'appel doit analyser si la Chambre d'assises a correctement retenu les normes juridiques applicables à partir des sources de droit pertinentes et en utilisant les règles d'interprétation appropriées pour ces sources. La Chambre d'appel va donc désormais résumer successivement les moyens d'appel qui lui ont été soumis et les conclusions auxquelles elle est parvenue. Sur l'appel contre l'ordonnance du 5 juillet 2016, la défense a d'abord interjeté appel contre l'ordonnance du 5 juillet 2016 par laquelle la Chambre d'assises a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer fondée sur une prétendue composition irrégulière de la juridiction des jugements. La Chambre d'appel souligne que l'appel présenté par la défense est un enchevêtrement de moyens tirés de la composition irrégulière de la Chambre, ça c'est petit 1, petit 2, du rejet du sursis à statuer et de l'absence de mise à disposition du profil des juges, la composant, petit 3. Donc, nous les prenons un à un sur la prétendue irrégularité de la composition de la Chambre d'assises. À l'issue de sa décision sur l'action publique, la Chambre d'assises est saisie par la défense d'une demande de sursis à statuer au motif que le juge Amadi Diouf ne remplirait pas les conditions exigées par les statuts pour siéger dès lors qu'il aurait effectué l'essentiel de sa carrière au parquet et non comme magistrat du siège. Le 5 juillet 2016, la Chambre d'assises a déclaré la demande irrecevable. La défense, estimant injustifié le rejet pour tardivité de sa demande de sursis et soutient que l'irrégularité de la composition peut être soulevée à toutes les étapes de la procédure. Elle conclut à la nullité du jugement pour irrégularité de la composition de la Chambre d'assises. L'accusation s'oppose aux arguments de la défense et avance deux raisons pour le rejet. En premier lieu, elle souligne que la jurisprudence invoquée par la défense est relative à un vice de procédure et non à un vice de composition. En second lieu, elle rappelle le caractère international des chambres africaines extraordinaires qui implique que le statut soit interprété à l'aune de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux au sein desquels, fait-elle observer, des professeurs de droit, des diplomates et des magistrats du parquet ont été nommés magistrats du siège. Les parties civiles du groupe Clément Abay-Fouta et autres soulignent que la notion de juge s'entend d'un magistrat appartenant à l'ordre judiciaire et exerçant de hautes fonctions judiciaires. Elle estime que la conception défendue par la défense n'est pas étayée par la pratique des tribunaux pénaux internationaux où les critères de nomination font appel à l'expérience, à la compétence et aux valeurs morales d'éthique et d'impartialité. L'étude de la jurisprudence et de la doctrine des pays de tradition romano-germanique et des tribunaux pénaux internationaux a permis d'aboutir au constat suivant. La jurisprudence sénégalaise a sans ambiguïté affirmé que l'illégalité relative à la composition d'une juridiction ne peut être invoquée devant la Cour suprême que si elle a été préalablement soulevée devant les juges du fond lors du prononcé de la décision. Or, les juges du fond s'entendent ici
de la Chambre d'assises statuant sur l'action publique. En matière de nomination des magistrats, il existe une présomption légale de régularité qui ne peut tomber que devant la preuve contraire. La jurisprudence est abondante sur la question. Ainsi, dans un autre arrêt où le demandeur au pourvoi exposé, à l'instar de l'argument soutenu par la défense, que, je cite, l'absence de la contestation à l'audience sur la régularité de la composition ne saurait faire obstacle à la possibilité de contester cette régularité, dès lors que rien ne permet de dire que la composition et les modalités de désignation des magistrats ont été portées à la connaissance de la défense, avec un délai suffisant pour lui donner le temps d'en vérifier la régularité et d'exercer un éventuel recours. Je ferme donc les guillemets. Et il a été jugé qu'il résultait des mentions de l'arrêt attaqué que les juges avaient été désignés en application du Code de procédure pénale et que cela suffisait à établir la régularité de la composition. En droit pénal international, les exemples jurisprudentiels sont essentiellement basés sur la réquisition et l'impartialité supposée des magistrats, mais nullement sur leur mode de sélection et de nomination. Il ressort d'ailleurs de la pratique que sont nommés magistrats du siège non seulement des magistrats du parquet, mais également des professeurs de droit. Partant, la Chambre d'appel est convaincue qu'Amady Diouf répond aux critères posés par le statut. La Chambre d'appel estime qu'en l'absence d'une invalidation de sa nomination par une autorité compétente, la nomination d'Amadou Diouf bénéficie d'une présomption de légalité et la régularité de la composition de la Chambre d'assises ne saurait être remise en cause. Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé et ne peut être accueilli. Sur le rejet de la demande de sursis à statuer pour tardivité, la défense fait ensuite grief à la Chambre d'assises d'avoir commis une erreur de droit en rejetant pour tardivité sa demande de sursis à statuer pour vice de composition. Contrairement à ce que soutient la défense sur le sursis à statuer, la Chambre d'assises estime qu'il s'agit d'une exception préjudicielle qui, conformément aux articles 347 et 271 nouveaux du Code de procédure pénale sénégalais, devait être présentée avant tout débat au fond, dès lors que cette demande n'est intervenue qu'après la décision sur l'action publique et tout juste avant celle sur les réparations civiles. La Chambre d'appel approuve le raisonnement et les conclusions de la Chambre d'assises qui ont abouti au rejet. La Chambre d'assises souligne qu'excepté celle relative à la compétence, toutes les autres exceptions doivent, sous peine d'irrecevabilité, être soulevées avant tout débat au fond. D'où il suit que ce moyen ne peut prospérer et la décision de la Chambre d'assises sera confirmée sur ce point. Sur les griefs tirés de la non-mise à disposition de la défense des informations sur le profil des magistrats, la défense affirme que la Chambre d'assises aurait dû mettre à sa disposition les informations sur le profil des juges, la composant afin de lui permettre de vérifier les critères légaux imposés par l'article 11 du statut. Excusez-moi. Les parties civiles Clément Abefoutou et autres estiment que le profil des magistrats désignés était disponible sur le site des chambres africaines extraordinaires et la presse sénégalaise l'a suffisamment commenté pour passer inaperçu. Il conclut au rejet. La Chambre d'appel souligne que les actes de nomination et les curriculum vitae des magistrats composant la Chambre d'assises
ont été mis en ligne sur le site des chambres africaines extraordinaires et largement repris par la presse sénégalaise qui a commenté ces informations en faisant état spécifiquement du profil d'Amadou Diouf qu'elle a même qualifié de pire parquetier. Par ailleurs, la Chambre d'appel fait sienne la jurisprudence de la Chambre criminelle française qui a jugé que l'accusé qui pouvait obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour d'assises et s'est abstenu de soulever, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'illégalité de cette composition, n'est pas recevable à présenter un moyen de cassation de ce chef. Dès lors, il ne peut valablement être reproché à la chambre d'assises d'avoir commis une quelconque erreur sur ce point. Sur la dénaturation du mémoire en défense du 28 juin 2016, la défense estime que l'emploi par la chambre d'assises du terme requête pour désigner son mémoire constituerait une dénaturation de celui-ci. La chambre d'appel rappelle que la chambre criminelle du Sénégal a jugé que le grief de la dénaturation n'est admis que lorsque les juges du fond ont méconnu le sens clair et précis d'un écrit. La dénaturation ne concerne que le sens et l'interprétation d'un document précis. Par contre, la chambre d'assises déclare irrécevable ce moyen qui n'articule aucun des griefs d'appel énumérés à l'article 25 du statut et ne cause aucun préjudice à l'accusé. Sur la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, la défense reproche au juge du fond d'avoir violé le principe du contradictoire et les droits de la défense en reprenant dans les motifs de la décision critiquée des arguments soulevés par le procureur général dans un réquisitoire qui ne lui aurait pas été communiqué. La Chambre d'appel rappelle que le principe selon lequel il appartient à chaque partie d'apporter la preuve de ses allégations, ainsi, pour lui permettre de se prononcer sur les arguments d'une partie appellante, celle-ci doit fournir les références précises quant aux pages de transcription et aux paragraphes de la décision contestée. En l'espèce, la défense n'indique aucune référence et ne donne aucun élément permettant au juge d'appel d'apprécier et de vérifier ces allégations, tant sur le principe du contradictoire que sur la violation des droits de la défense dénoncés. Par conséquent, la Chambre d'appel considère qu'aucune nullité ne peut résulter de ces moyens qui, en raison de son imprécision, ne saurait prospérer et sera rejeté. Donc, maintenant, nous passons à l'appel contre la décision sur l'action publique du 30 mai 2016. Les erreurs de procédure. La défense articule plusieurs moyens à l'article de la décision sur l'action publique. À l'encontre. Ces moyens reprochent à la Chambre d'assises d'avoir commis une erreur de procédure en omettant de statuer sur l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis par la défense. La défense soutient par ailleurs que l'ordonnance de renvoi contiendrait une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en ce que le non-lieu prononcé en faveur des proches collaborateurs de l'accusé rendrait impossible l'appréciation de la responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique. En réplique, le procureur général s'est opposé à ces moyens et a soutenu qu'il est erroné de croire que la simple délivrance de mandat d'arrêt vaut inculpation. Sur la nullité de l'ordonnance de renvoi, l'accusation souligne que le Code de procédure pénale sénégalais ne cite pas celle-ci parmi les cas de nullité limitativement énumérés. Les avocats des parties civiles ont répliqué en demandant le rejet du moyen. La Chambre d'appel constate que, contrairement à ce que soutient la défense, la Chambre d'assises a statué sur l'exception de nullité en la rejetant.
Elle souligne que l'ordonnance de renvoi ne fait pas partie des décisions de la chambre d'assises dont l'inculpé peut faire appel. Par conséquent, elle en déduit qu'il ne peut user de l'artifice d'une action en nullité pour suppléer les voies de recours que le législateur a expressément exclues. En outre, les nullités commises par la chambre d'instruction doivent être soumises à la chambre d'accusation et non à la chambre d'assises, incompétente en la matière en raison de la règle des purges de nullité de l'information. Dès lors, la chambre d'appel déclare ces moyens irrécevables. Sur la lecture des résumés de la décision, ces griefs élevés par la défense à l'encontre de la chambre d'assises est de n'avoir pas procédé à une lecture intégrale de son jugement, mais s'est borné à lire un résumé. L'accusation conclut au rejet du moyen au motif que ce résumé est conforme tant au droit interne qu'à la pratique des tribunaux pénaux internationaux. La chambre d'assises estime, après analyse, que la lecture du résumé du jugement n'est pas problématique dès lors que le dit résumé contenait un rappel des conclusions de l'ordonnance de renvoi, des principales motivations de chacun des chefs d'accusation, des constatations factuelles sur les moyens de preuve, de la justification de la peine et à énoncer les textes de loi applicables. Les résumés critiqués donnent des informations suffisantes pour exercer le recours en connaissance de cause. À ce titre, il est conforme à la pratique judiciaire internationale, laquelle, compte tenu de la longueur des décisions, y recourt fréquemment. En conséquence, eu égard à la longueur du jugement qui fait 561 pages et à la pratique du résumé unanimement consacré devant les tribunaux pénaux internationaux plutôt, le moyen n'est pas pertinent et sera rejeté. Sur l'identification des témoins et des parties sans exiger une carte d'identité, la défense reproche ensuite à la chambre d'accusation d'avoir omis d'identifier par une carte d'identité les témoins et les parties civiles sur les dépositions desquelles elle aurait tiré la preuve de la culpabilité de l'accusé. L'accusation s'oppose à ces moyens et soutient que la chambre d'assises s'est conformée aux exigences de l'article 276 nouveau du Code de procédure pénale. Et elle souligne que le dossier soumis à la chambre de jugement lui permet une identification complète des témoins et des victimes qui ont déjà été entendus sur procès-verbaux pendant l'information. L'observation des conseils des parties civiles insiste, les observations plutôt, des parties civiles insistent sur le fait que cette question n'a pas été soumise au juge du fond. Le conseil des victimes conclut au rejet de ces moyens. La chambre d'assises considère que les témoins et les parties civiles peuvent apporter la preuve de leur identité par tout moyen et que, faute de contestation, les informations fournies à l'audience et celles résultant des documents versés au dossier constituent des preuves suffisantes pour identifier une partie au procès. Aucun texte applicable devant les chambres africaines extraordinaires n'impose l'identification à partir de la seule carte d'identité qui n'est qu'un moyen de preuve parmi tant d'autres. La chambre d'assises estime ces moyens inopérants et le rejette. Sur l'absence de la signature du greffier sur le jugement attaqué, la défense invoque l'absence de signature du jugement par le greffier audiencier. Elle relève que ces moyens qui résultent du jugement même ne lui est apparu que postérieurement au 31 juillet 2016 à la délivrance du jugement par le greffe, bien après l'expiration du délai d'appel. La défense estime que la signature du greffier est une formalité essentielle d'authentification de toutes les décisions judiciaires rendues au Sénégal et soutient que cette irrégularité constitue un moyen supplémentaire de nullité. L'accusation, comme les parties civiles, considère que l'absence
considère l'absence de signature des greffiers audienciers comme une omission purement matérielle qui ne saurait entacher la validité du jugement. Ils estiment qu'elle est réparable et concluent au rejet du moyen. D'emblée, la Chambre d'appel note que les décisions des juridictions pénales internationales ne sont majoritairement pas signées par les greffiers. L'étude de ces moyens a conduit la Chambre d'appel au constat suivant. D'abord, elle approuve la défense en ce que cette omission ne pouvait être décelée qu'avec la mise à disposition des parties du jugement. Ensuite, elle fait observer que le jugement a été mis à disposition des parties le 31 juillet 2016. À compter de cette date, la défense avait jusqu'au 17 août 2016 pour valablement interjeter appel d'un grief qui, comme elle le soutient à juste titre, ne pouvait se révéler qu'avec la disponibilité effective de la décision dans son intégralité. Or, le 12 août 2017, soit 5 jours avant l'expiration du délai d'appel inhérent au motif né de la décision, la défense a interjeté appel contre la décision sur les intérêts civils sans évoquer le moyen relatif à l'omission de signature qui était pourtant décelable depuis le 31 juillet 2016. La défense a attendu son mémoire d'appel du 7 décembre 2016, soit plus de 4 mois après qu'il soit à Paris, pour élever ses moyens sans toutefois les formaliser auprès du greffier. Par conséquent, ces moyens d'appel ne respectent ni les prescriptions de l'article 25 du statut, ni les conditions de délai et forme de l'appel en droit sénégalais. Il ne saurait donc intégrer le périmètre des appels que doit examiner la Chambre d'appel. Dès lors, ce moyen est irrécevable. Sur la non-disponibilité du jugement pendant le délai d'appel, les conseils de l'accusé reprochent à la Chambre d'assises d'avoir violé les droits de la défense en ce que la décision sur l'action publique consignant les motifs de la culpabilité n'était pas disponible dans les délais d'exercice du délai d'appel. Elle souligne que l'article 25 du statut implique que le cas d'ouverture de l'appel nécessite l'inspection et le contrôle des motifs du jugement. L'accusation n'a pas répliqué à ces moyens d'appel. Les parties civiles, Clément Abefouta et autres, ont indiqué que la défense n'a pas démontré l'existence d'un préjudice causé à l'accusé et conclu au rejet du moyen. La Chambre d'appel estime que c'est l'effectivité des droits de la défense qui importe. Or, elle est convaincue que le résumé mis à disposition des parties et qui ouvre les délais d'appel est suffisamment éclairant sur le raisonnement et la motivation de la Chambre d'assises. Elle rappelle que le résumé détaille les conclusions factuelles et juridiques de la Chambre d'assises sur les différents crimes, spécifie les infractions sous-jacentes pour chacune d'elles, précise le type de responsabilité pénale de l'accusé et indique la sentence pénale et la peine correspondante, ainsi que les droits applicables. La Chambre d'assises considère donc que le résumé critiqué plaçait la défense en mesure d'exercer utilement ses voies de recours et que les droits de la défense ont dès lors été respectés. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur les défauts de réponse à conclusion, la défense estime qu'en raison de sa prétendue composition irrégulière, la Chambre d'assises ne pouvait ni se prononcer sur les intérêts civils, ni valider les mesures conservatoires. La défense fait grief au juge du fond de n'avoir pas répondu aux moyens tirés de l'impossibilité pour la Chambre d'assises de valider les mesures conservatoires prises par la Chambre d'instruction sur les biens de l'accusé. La Chambre d'appel considère que la Chambre d'assises a valablement rejeté la demande présentée par la défense et a rendu sa décision sur les intérêts dans laquelle elle a validé les mesures conservatoires prises sur les biens de l'accusé. Dès lors, ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté. Sur les erreurs de fait, sur
le fait que plusieurs témoins auraient suivi les débats jusqu'à leur déposition. La défense enlève que plusieurs témoins cités auraient assisté au débat jusqu'à leur déposition, ce qui aurait vicié ou contaminé leur témoignage. Contaminé entre guillemets. Le procureur général a estimé que les dispositions du Code de procédure pénale ont été observées dans la mesure où les témoins avaient été isolés dans la salle réservée à cette fin jusqu'à leur déposition. Il ajoute que cette précaution a été étendue aux parties civiles alors même que la loi sénégalaise ne l'imposait pas. Il conclut au rejet de ces moyens. Les parties civiles estiment que les 5 personnes qui ont assisté aux audiences avant de déposer sont des parties civiles auxquelles le Code de procédure pénale ne l'interdit pas. Elle conclut que le moyen est infondé et doit être rejeté. Elle conclut. La Chambre d'appel constate que la défense, n'ayant émis devant la Chambre d'assises aucune opposition quant aux dépositions critiquées, elle est malvenue à s'en prévaloir devant la juridiction d'appel. En outre, elle observe que même l'audition sous serment des personnes légalement empêchées ne peut entraîner la nullité lorsque ni le ministère public ni aucune partie ne se sont opposés à la prestation du serment. Par conséquent, ce moyen n'est pas pertinent et ne sera pas accueilli. Sur l'influence de la diffusion publique des débats, la défense soutient que la Chambre d'assises aurait commis une erreur de fait qui entraînerait un déni de justice, en ce que la diffusion publique des débats aurait pour conséquence que les témoignages ont pu être influencés. L'accusation conclut que la défense n'a ni démontré l'existence d'une erreur de fait, ni démontré en quoi ce grief constituerait un déni de justice. Les conseils de parties civiles font observer que la diffusion publique des débats est prévue par le statut lui-même et que le moyen est infondé et doit être rejeté. La Chambre d'assises d'appel a conclu que la diffusion publique différée des audiences ne constitue nullement une erreur de fait qui entraînait un déni de justice. Il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli et sera rejeté. Sur l'audition prohibée du témoin Daniel Fransen, selon la défense, l'audition du juge belge Daniel Fransen comme témoin à charge constituerait une erreur de fait ayant entraîné un déni de justice dès lors que ce dernier a instruit la procédure ouverte en Belgique contre l'accusé. Elle estime que ce magistrat ayant concouru à la procédure initiée en Belgique ne pouvait plus être entendu en qualité de témoin. L'accusation s'oppose au moyen en soulignant que sa citation en qualité de témoin ne viole ni la loi ni les principes de neutralité. Elle précise que sa qualité de juge n'en fait pas pour autant un témoin automatiquement à charge et son audition ne constitue pas une erreur de fait entraînant un déni de justice. Elle conclut au rejet. Les parties civiles, Clément Abeyfouta et autres, estiment que l'argument de la défense est infondé et doit être rejeté. L'examen de ces moyens a permis à la Chambre d'appel d'aboutir au constat suivant. Daniel est un témoin acquis au débat dans la mesure où, conformément à l'article 247 du Code de procédure pénale, son nom figure sur la liste des personnes signifiées par l'accusation à l'accusé pour être entendu comme témoin. Aucune objection n'a été élevée par celui-ci ou ses avocats. Deuxièmement, il ne fait ni partie des personnes frappées par des interdictions prévues par le Code de procédure pénale, ni de celles interdites de témoigner en vertu des articles 280 et 281 du Code de procédure pénale. En droit français,
La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le fait que rien ne s'oppose à ce que le juge d'instruction soit entendu comme témoin devant la juridiction de jugement, car en apportant ces lumières de la sorte, il ne peut être considéré comme ayant concouru au jugement de l'affaire. Il a d'ailleurs été expressément jugé qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité de témoin et les fonctions de juge d'instruction ayant été chargé de l'instruction. Devant les tribunaux pénaux internationaux, deux critères sont souvent avancés pour rendre valides les témoignages recueillis. Le premier est lié au fait qu'un témoin, qu'il soit à charge ou à décharge, devient le témoin de la vérité dès lors qu'il a prêté serment et dans la mesure où il contribue à la manifestation de la vérité. Le second critère est lié à l'appréciation souveraine reconnue au juge du fond quant à la force probante des témoignages recueillis d'autre part. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre d'appel conclut que la Chambre d'assises a à juste titre entendu Daniel Francel en qualité de témoin. Dès lors, son audition n'apparaît nullement constitutive d'un déni de justice, le moyen ne peut être accueilli et sera rejeté. Sur l'erreur des faits tirés de la condamnation de Hissène Habré au titre des crimes de guerre d'Ambing et Kalaï Chalouba, la défense estime que la responsabilité pénale d'Hissène Habré quant aux exécutions des prisonniers de guerre à Ambing et à Kalaï Chalouba résulte d'une évaluation laxiste des éléments de preuve constitutifs d'une erreur de fait. Concernant les événements d'Ambing, la défense relève des discordances et des contradictions dans le témoignage de Bichira Gibrin Ahmad qu'elle estime surréaliste et non crédible. Concernant les faits survenus à Kalaï Chalouba, la défense estime que la version du prétendu unique rescapé n'est pas plausible. Elle allègue que ces faits imputables aux fentes ne pouvaient être imputés à Hissène Habré sur la base des témoignages d'Idriss Abdoulaye et de Ousmane Abakar Taher. La défense demande l'acquittement de l'accusé. Le procureur général estime que la Chambre d'assises a souverainement apprécié la réalité des faits résultant des témoignages qui ne sauraient être écartés pour quelques incohérences. Il conclut au débouté. Il conclut au rejet. Les parties civiles soutiennent que la défense ne fait que remettre en discussion devant la Chambre d'appel des arguments qui n'ont pu prospérer en première instance. Elle souligne également que les faits sont corroborés et elle demande le rejet du moyen. La Chambre d'assises note que ces moyens d'appel qui ne figure pas parmi ceux enregistrés au greffe sera déclaré irrecevable. Sur la non prise en compte du décret instituant la DDS et la responsabilité du supérieur hiérarchique, la défense soutient que la Chambre d'assises, en ignorant l'article 2 du décret instituant la DDS pour conclure à la responsabilité de l'accusé, aurait commis une erreur sur une question de droit matériel qui invaliderait le jugement. Elle ajoute que la DDS relevait du ministère de l'Intérieur et non de la présidence de la République et qu'au moment des faits, l'accusé se trouvait à la Mecque et que le contrôle effectif sur les troupes était exercé par Idriss Déby. Elle conclut que l'accusé ne pouvait être considéré de facto comme supérieur hiérarchique et demande son acquittement. L'accusation souligne que la responsabilité supposée d'Idriss Déby ne saurait exclure celle de l'accusé dans les événements du Sud qui doit être retenu au titre de l'entreprise criminelle commune et non de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Selon le procureur général, la Chambre d'assises a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et en a déduit la responsabilité pénale de l'accusé. Il conclut au rejet du moyen. Les parties civiles concluent que ce moyen peut être rejeté sans motivation dès lors que la défense s'est bornée à réitérer
les arguments qui n'ont pu prospérer devant les juges du fond. Il note qu'il résulte de l'analyse de la Chambre d'assises que l'accusé exerçait un contrôle effectif sur la DDSS et les organes qui ont exécuté l'entreprise criminelle commune. Elle souligne que la défense ne démontre pas que cette analyse est erronée. La lecture du jugement permet à la Chambre d'appel de s'assurer que la Chambre d'assises avait les éléments de preuve établissant l'autorité de facto d'Hissène Habré nécessaires pour conclure à sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre d'assises a valablement conclu à la responsabilité du supérieur hiérarchique de l'accusé en ce qu'il exerçait un contrôle effectif. Excusez-moi. Excusez-moi. La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre d'assises a valablement conclu à la responsabilité du supérieur hiérarchique de l'accusé en ce qu'il exerçait un contrôle effectif sur la DDS. En outre, elle souligne que la supposée responsabilité d'Idriss Déby dans le massacre du Sud n'a aucune incidence sur celle d'Hissène Habré. Le moyen de la défense n'est pas pertinent et sera rejeté. Erreur de droit sur les moyens tirés des allégations de viol émises par Khadija Hassan Zidane. Dans ces moyens, la défense soutient que la Chambre d'assises aurait commis une erreur de droit, de fait et de procédure en retenant des allégations de viol à l'encontre d'Hissène Habré émises pour la première fois devant elle et sur instigation de son président. Le procureur général souligne que la Chambre d'assises a suffisamment motivé sa décision par la crédibilité du témoignage de Khadija Hassan qui, au demeurant, n'a pas besoin d'être corroboré. Il estime que la victime avait insinué ses sévices sexuels devant les juges d'instruction avant de revenir lors de l'audience. Il a ensuite ajouté que la requalification des faits par le juge est possible à condition de respecter des impératifs. L'acte de saisine doit rendre suffisamment compte de la réalité de ces faits ou de leur gravité et respecter les droits de la défense. L'accusation complie ou rejette. Les parties civiles, Clément Abéfoutou et autres, estiment que les arguments de la défense, selon lesquels les témoins n'auraient parlé de viol que sur instigation et harcèlement du président, que son témoignage est incohérent, non crédible et non corroboré, que le caractère de l'accusé ne lui permet pas de commettre un viol, ne sont pas pertinents car, pour l'essentiel, ils ont déjà été soutenus sans succès devant la Chambre d'assises. Elle conclut à leur rejet. La Chambre d'appel souligne que la Chambre d'assises a conclu qu'elle disposait du pouvoir de modifier la qualification juridique des faits et des modalités à condition de ne rien changer ni ajouter aux faits dont elle est saisie et respecter les droits de la défense. L'examen de ces moyens a amené la Chambre d'appel à observer que, par la qualification opérée, la Chambre d'assises avait examiné et jugé des faits qui n'ont pas été spécifiés et visés par le procureur général ni dans son réquisitoire introductif, ni dans un éventuel réquisitoire supplétif, ni dans son réquisitoire définitif, qui n'ont pas été notifiés à l'inculpé ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de ses interrogatoires subséquents. Et enfin, qui n'ont pas été retenus dans l'ordonnance de renvoi, soit que la Chambre d'instruction n'en était pas saisie, soit qu'elle les a tout simplement négligés. La Chambre d'appel considère donc que les faits objets de la requalification constituent des faits nouveaux et qu'en les examinant, la Chambre d'assises a étendu sa saisine à des faits non compris dans son acte de saisine et a outrepassé son pouvoir de requalification. La Chambre d'appel souligne que, telle qu'elle a été opérée, la prétendue requalification ne respecte pas non plus les conditions de sa réalisation devant les tribunaux pénaux internationaux tels que la CPI et les CTC,
Au demeurant, la Chambre d'appel souligne que le Code de procédure pénale sénégalais offrait, à différents stades de la procédure, des solutions pour pallier d'éventuelles insuffisances de l'information. Au stade de l'instruction, le procureur général ou la chambre d'accusation pouvait, d'office ou sur demande des parties, être saisi pour d'éventuelles nouvelles inculpations. Au stade décisoire, la chambre d'assises pouvait, conformément aux articles 248, 252 et 297 du Code de procédure pénale, ordonner un supplément d'information ou ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Elle constate que les différentes parties se sont abstenues d'exercer ces moyens procéduraux qui leur étaient offerts. En conclusion, la Chambre d'assises est convaincue que les conditions dans lesquelles la requalification a été opérée ne respectent pas les principes et règles du droit sénégalais et sont inéquitables. Il résulte de ce qui précède que la Chambre d'assises a commis une erreur d'appréciation et que son jugement doit être infirmé sur ce point. Sur l'absence de considération de l'arrêt criminel Chambre d'assises de N'Djamena du 25 mars 2015, la défense fait grief à la Chambre d'assises d'avoir ignoré les motifs de l'arrêt de la Chambre d'assises de N'Djamena qui a déclaré personnellement responsable Saleh Younis Mohamed Djibrine, El Djanto et autres des mêmes faits aujourd'hui reprochés à l'accusé. Elle ajoute que cela illustre la méconnaissance des droits de la défense et la recherche d'un procès équitable. Elle estime que la Chambre d'assises a refusé d'admettre cette pièce à décharge sans motiver sa décision. L'accusation souligne que cet arrêt a condamné les ex-collaborateurs de l'accusé pour des infractions différentes de celles prévues par le statut des chambres africaines extraordinaires. Selon l'accusation, la prise en compte de cet arrêt n'aurait eu aucune incidence sur la décision de la Chambre d'assises. Elle demande le rejet du moyen. Les parties civiles notent que la défense n'a jamais tenté de faire admettre cet arrêt qui n'a pas été produit au débat. Elles ajoutent que la défense ne démontre pas en quoi ce moyen d'appel constituerait une erreur de droit qui invaliderait la décision attaquée et demande son rejet. La Chambre d'appel souligne que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve à eux soumis et ne sont tenus de répondre qu'aux moyens des parties et non aux arguments qu'elles développent à leur appui. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen d'appel élevé contre la décision de réparation du 29 juillet 2016, les différents groupes de partis ont exposé plusieurs griefs à l'encontre de la décision sur les réparations. Nous examinons d'abord les erreurs de droit sur l'irrecevabilité de certaines constitutions des partis civils et l'absence de décisions motivées. Chaque association de victimes a articulé un moyen d'appui relatif à l'irrecevabilité de certaines de leurs demandes de constitution des partis civils. Selon la RADHT et l'AVCRP, la Chambre d'assises aurait commis une erreur de droit et de fait en revenant sur la recevabilité de certaines constitutions des partis civils qui auraient été déjà validées devant la Chambre d'instruction. Ils soutiennent qu'elle aurait également dû déclarer recevables les demandes de constitution des partis civils des victimes déposées avant le 18 septembre. Le Conseil des partis civils, Clément Abey-Fouta et autres allèguent que la Chambre d'assises aurait commis une erreur de droit tirée du manque d'avis motivé du rejet de la constitution des partis civils de plusieurs victimes. Ils énoncent que certaines victimes ont vu leurs demandes rejetées sans qu'elles soient identifiées et sans expliquer pour chacune d'elles les motifs du rejet. Le procureur général relève une contrariété de motifs dans la décision qui a abouti à la recevabilité et au rejet de constitution des partis civils. Il estime que la Chambre d'assises n'a pas formellement rejeté les constitutions des partis civils faites au cours de l'instruction. Il conclut à l'information et demande de déclarer
recevables les 2500 personnes entendues par la Chambre d'instruction. Sur le prétendu réexamen de la recevabilité des constitutions des partis civils, la Chambre d'assises d'appel note qu'il s'infère des arguments des conseils de groupe AVCRP et RADHT que la Chambre d'instruction avait déjà validé leur constitution des partis civils et qu'il n'appartient pas à la Chambre d'assises de procéder à un réexamen de cette situation, ni a fortiori de déclarer irrécevables certaines de leurs demandes. En premier lieu, la Chambre d'assises souligne que la constitution des partis civils devant les juridictions d'instruction n'a pas l'autorité de choses jugées, laquelle n'est attachée qu'aux décisions sur le fond. En second lieu, la Chambre note que faute d'un incident contentieux élevé par une des parties au procès, la juridiction d'instruction s'est bornée à enregistrer de façon automatique les constitutions des partis civils sur lesquelles elle n'a porté aucune appréciation quant à leur recevabilité. En troisième lieu, la Chambre d'appel fait observer qu'il est inexact de considérer la conclusion de la Chambre d'assises sur cette question de recevabilité comme un réexamen, dans la mesure où l'ordonnance de renvoi de l'accusé ne lie en aucune manière la juridiction de fond, qui reste libre dans son appréciation de la recevabilité des actions publiques et civiles et de la qualification des faits et de la culpabilité. En dernier lieu, la Chambre d'assises souligne que les avocats des partis civils ne pouvaient ignorer que la recevabilité de leur demande fera l'objet d'un examen approfondi auquel la Chambre d'assises était tenue de procéder dès lors que l'article 410 du Code de procédure pénale, applicable en matière criminelle en vertu de l'article 500 du même Code, impose sans ambiguïté au juge du fond de statuer obligatoirement sur la recevabilité des demandes de constitution des partis civils. En conséquence, la Chambre d'assises considère que le grief selon lequel la question de recevabilité des demandes de constitution des partis civils aurait été tranchée depuis le stade de l'information n'est pas fondé et sera rejeté. Sur la prétendue absence de motivation de l'irrecevabilité des constitutions des partis civils, concernant l'absence de motivation reprochée par le groupe Clément Abaïfouta et autres, la Chambre d'appel souligne que la Chambre d'assises a motivé sa décision d'irrecevabilité de certaines demandes de constitution des partis civils par le défaut d'éléments de preuve relatifs à l'identité des victimes directes et pour les victimes indirectes du lien de parenté les unissant aux victimes indirectes. Ce faisant, la Chambre d'appel est satisfaite de ce que la Chambre d'assises a motivé sa décision. Ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté. Sur l'application du mauvais standard juridique à la recevabilité des constitutions des partis civils, la Chambre d'appel rappelle que le droit applicable est le statut et pour les canons prévus par celui-ci la loi sénégalaise. Or, le Code de procédure pénale prévoit que l'action civile, qui appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, est soumise à tous égards aux règles du droit civil. En application du Code de procédure civile sénégalais, en application donc, disais-je, du Code de procédure pénale et du procédure civile sénégalais, les parties apportent à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi les faits contestés. Dans la pratique judiciaire sénégalaise, il n'appartient pas au juge pénal statuant sur les intérêts civils d'indiquer par avance aux parties ni la loi applicable, ni les éléments de fait qu'elles doivent invoquer pour assurer le succès de leur demande. Celui-ci tranche les litiges à lui soumis et il n'est tenu de statuer que sur les conclusions régulièrement déposées. Toutefois, la Chambre d'appel a étudié la jurisprudence pénale internationale en la matière et a conclu que le standard de preuve applicable au stade des réparations est celui de l'hypothèse la plus probable. Dès lors que la Chambre d'assises a accepté que les demandes apportent
la preuve de leurs prétentions par tout moyen de droit. La Chambre d'assises d'appel est satisfaite de ce que la Chambre d'assises a appliqué la bonne norme de preuve. En tout état de cause, la Chambre d'appel relève que les critères appliqués par la Chambre ne sauraient être considérés comme trop élevés dès lors que la seule exigence imposée par celle-ci est d'établir la preuve de l'identité des victimes directes et celle du lien de parenté pour les victimes indirectes. La Chambre d'appel estime que l'exigence de cette preuve élémentaire et incontournable n'est pas trop élevée comme le prétendent les parties civiles. En conséquence, ce moyen non plus ne saurait prospérer et sera rejeté. Sur l'absence de critères d'évaluation et l'application d'un standard inadéquat concernant les demandes de réparation collective, les conseils des parties civiles, Clément Abey-Fotou et autres, estiment que la Chambre d'assises a commis une erreur de droit relative au manque d'avis motivés dirigés des demandes de réparation collective et morale. Ils allèguent également que les demandes de réparation collective ont été évaluées selon les règles dont les parties n'avaient pas connaissance, ce qui serait injuste et irraisonnable. Ils ajoutent qu'en rejetant les demandes de réparation collective et morale, au motif qu'elles n'indiquaient aucune donnée précise, la Chambre d'assises aurait appliqué un standard trop élevé, commettant ainsi une erreur de droit. Le procureur général a rappelé le caractère essentiel des réparations collectives et morales pour les victimes des crimes de masse, estimant aléatoire les recouvrements de l'intégralité des condamnations pécuniaires. Il note toutefois que leur mise en œuvre requiert l'aval du gouvernement tchadien. Il conclut à faire droit aux demandes des parties civiles sur ce point. La Chambre d'appel souligne qu'elle a, conformément à l'article 27 du statut, requis les observations du gouvernement du Tchad, lequel n'a pas répondu favorablement aux mesures sollicitées par les parties civiles. L'argument selon lequel la Chambre d'assises n'aurait pas donné les critères d'évaluation de réparation collective et morale est inopérant dès lors que le refus de la Chambre d'assises est fondé sur l'impossibilité pour cette dernière d'ordonner des réparations qui se heurteraient à la souveraineté de l'État du Tchad et dont la faisabilité lui paraît hypothétique et incertaine. Eu égard à la position adoptée par l'État du Tchad sur le territoire duquel l'exécution des mesures sollicitées est recherchée, la Chambre d'appel ne peut qu'approuver les conclusions des juges du fond qui n'ont pas commis d'erreur de droit. Elle confirme la décision entreprise et rejette ses moyens. La Chambre d'appel souligne toutefois l'importance des réparations collectives en l'espèce et invite les fonds à œuvrer en collaboration avec les associations de parties civiles et les États intéressés à leur réalisation. Erreur de fait. Sur l'identification erronée de certaines parties civiles, les parties civiles font grief à la Chambre d'assises d'avoir commis une erreur de fait en omettant d'inclure en annexe de sa décision sur les réparations certaines victimes entendues lors de la procédure et en indiquant de façon erronée l'appartenance des parties civiles à certaines associations. La Chambre d'appel a procédé aux vérifications des erreurs dénoncées. Lorsqu'elle a conclu au bien fondé des réclamations des parties civiles, elle a corrigé les omissions matérielles qui ont émaillé les décisions sur les réparations. Ainsi, la Chambre d'appel a déclaré recevables les victimes qui ont comparu à l'instruction omise par la Chambre d'assises et a corrigé, lorsqu'elle était en mesure de le faire, les erreurs d'appartenance aux associations de victimes. Toutefois, la Chambre d'appel fait observer que malgré ces efforts, il demeure des situations qui n'ont pu être clarifiées faute d'éléments d'appréciation dans les dossiers d'instance, notamment pour la question liée aux affiliations où les informations étaient parfois contradictoires ou lacunaires.
Sur le manque de précision concernant les réparations individuelles, les parties civiles Clément Abeyfoutou et autres soulignent que la Chambre d'assises n'a pas précisé les modalités d'exécution des réparations. Elle demande à la Chambre d'appel de donner le montant total des réparations qui sont à la charge d'Hissène Habré et de chiffrer le montant total des réparations revenant à chacun des groupes de parties civiles. Elle lui demande également de préciser que la procédure de recouvrement se fera selon les droits sénégalais et par les autorités sénégalaises conformément aux dispositions de l'article 37 du statut, d'identifier que l'organe qui aura la charge de la mise en œuvre des réparations soit le fonds au profit des victimes et enfin identifier un mécanisme de recours et de suivi de la mise en œuvre de la décision sur les réparations. Le procureur général a précisé que s'agissant du fonds au profit des victimes, les règles de fonctionnement de son administration n'ont pas encore été fixées et que par conséquent, la Chambre d'appel ne dispose d'aucun moyen légal pour intervenir sur son fonctionnement et déterminer les critères d'éligibilité des victimes. S'agissant des difficultés liées à l'exécution future de la décision sur les réparations, il estime que la Chambre d'appel ne saurait se prononcer sur les procédures d'exécution qui relèvent de la diligence des victimes et du fonds créé à cet effet. La Chambre d'appel constate qu'elle a, par le présent arrêt, répondu à l'ensemble des préoccupations regroupées par les parties civiles dans ces moyens. L'arrêt fixe non seulement, premièrement, le montant global des réparations, deuxièmement, le montant qui revient au groupe de parties civiles en l'état des affiliations, troisièmement, le total mis à la charge d'Hissène Habré, à l'encontre duquel un jugement global est rendu en faveur de l'ensemble des victimes. En outre, la Chambre d'appel a chargé les fonds pour les victimes de la mise en œuvre des réparations et a précisé que pour l'ensemble des problèmes judiciaires d'exécution qui pourraient naître de la mise en œuvre des réparations, la juridiction compétente est le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le moyen des parties civiles est donc devenu sans objet. Sur la non-prise en compte de certaines victimes en raison de la coutume judiciaire tchadienne, selon les conseils du groupe AVCRP et RADHT, la Chambre d'assises aurait dû déclarer recevable les constitutions de parties civiles des victimes indirectes en dépit de la pratique judiciaire tchadienne résultant de la culture traditionnelle musulmane qui voudrait qu'un mandataire soit désigné par le conseil de famille pour représenter les ayants droit et est considéré dans l'acte de notoriété comme l'unique héritier, ce qui élit de nombreuses victimes, orphelins, veuves, veufs et autres, au profit du seul mandataire. Elle demande à la Chambre d'appel d'admettre au rang de partie civile les victimes qui ont désigné un mandataire pour les représenter et dont les constitutions de partie civile ont été déclarées recevables par la Chambre d'assises. La Chambre d'appel fait observer que les conseils des parties civiles AVCRP, RADHT ne font aucune référence précise quant aux victimes qui auraient été lésées par la situation qu'ils dénoncent. Ils ne mettent donc pas la Chambre en mesure de faire les vérifications spécifiques. Toutefois, la Chambre d'assises souligne que, contrairement à la Chambre d'assises, elle a déclaré recevable l'ensemble des victimes indirectes qui ont rapporté la preuve requise et non uniquement le mandataire. Dès lors, ce moyen devient sans objet. Sur le montant de réparation alloué, les parties civiles AVCRP et RADHT soutiennent que les sommes allouées aux victimes seraient sans commune mesure avec le mal qu'elles ont subi et qu'il conviendrait de leur allouer l'entier bénéfice des demandes formulées en première instance. Les parties Clément Abeyfoutou et autres n'ont pas formulé de demandes relatives au montant de réparation alloué aux victimes. Le procureur général estime que pour la fixation du montant global des dommages et intérêts,
il appartient aux victimes de fournir à la Chambre d'appel les éléments d'appréciation. Il a d'ailleurs précisé qu'il n'appartenait pas à la Chambre d'appel de fixer seul un montant global à mettre au compte de l'accusé. Selon lui, les parties civiles devaient y contribuer. Il a souligné la nécessité de connaître le montant exact pour lequel l'accusé est condamné pécuniairement. La Chambre d'appel note que la jurisprudence nationale et internationale s'accorde sur le fait que l'évaluation du préjudice subi par une victime relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Or, en évaluant comme elle l'a fait les réparations résultant pour les différentes victimes des infractions, la Chambre d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation. La Chambre d'appel considère ensuite que les parties civiles appellantes n'ont pas caractérisé et prouvé le type d'erreur qui justifierait son intervention en la matière. En conséquence, ce moyen n'est pas fondé et ne sera pas accueilli. La Chambre d'appel va donc maintenant lire le dispositif de l'arrêt. Le dispositif, qui est complet et définitif, a été signé par les juges et les greffiers de la Chambre d'appel et a été inséré dans le présent résumé. Dispositif. Par ces motifs, la Chambre d'assises d'appel vit l'article 1er de l'accord, l'article 25 du statut, les articles 293, 299 et 319 du Code de procédure pénale sénégalais, vit les actes d'appel datés respectivement des 10, 13 juin, 12 juillet, 4, 5, 12 août 2016, vit les écritures respectives des parties et les audiences des 9, 10, 11 et 12 janvier 2017. Siégeant en audience publique, rend à l'unanimité le présent arrêt. Sur l'action publique, déclare irrécevables les appels de la défense tirés de la nullité de l'ordonnance du 5 juillet 2016, de l'absence de signature des jugements par les greffiers et de la condamnation d'Hissène Habré au titre des crimes de guerre d'Ambing et de Kalaï Chalouba. Infirme partiellement la décision sur l'action publique du 30 mai 2016 en ce qu'elle a déclaré Hissène Habré coupable de viol au titre de sa responsabilité directe pour les faits dénoncés par Khadija Hassan Zidane, statuant à nouveau sur ses chefs, acquitte Hissène Habré du chef de viol par commission directe sur Khadija Hassan. Dit que cette infirmation partielle n'a aucun effet sur la peine prononcée par la Chambre d'assises. Rejette les autres moyens d'appel et confirme en conséquence la décision sur l'action publique en ses autres dispositions. Sur les intérêts civils, infirme partiellement la décision sur les réparations en ce que, d'une part, elle a déclaré irrécevables certaines demandes de constitution de parties civiles et, d'autre part, commis des erreurs dans l'appartenance de certaines victimes aux différents groupes de parties civiles. Statuant à nouveau, procède aux corrections qui s'imposent, déclare par conséquent récevables les constitutions de parties civiles de 7 386 victimes, 96 victimes, et irrécevables celles de 3 489 victimes, conformément aux listes annexées au présent arrêt. Décide ainsi que ces 7 396 parties civiles bénéficient de réparations suivant les montants et les modalités déterminés par la Chambre d'assises. Fixe le montant global de la réparation allouée aux parties civiles à la somme de 82 290 millions de francs CFA. Condamne Hissène Habré à payer les 10 montants. Constate qu'à ce jour, le patrimoine de l'accusé est insuffisant pour couvrir l'intégralité des réparations individuelles, enjoint en conséquence au fonds de mettre en œuvre les réparations individuelles. Ordonne à cet effet que le produit des biens confisqués et de tout autre actif de l'accusé qui viendrait à être découvert soit versé au fonds. Enjoint en outre au fonds de surveiller de manière continue la situation financière de Habré, identifier, localiser et mettre en œuvre les procédures nécessaires pour geler et recevoir les produits des crimes, biens, avoirs ou instruments liés au crime ou reconnus comme appartenant à l'accusé.
invite le Fonds à prendre contact avec le gouvernement du Tchad, les États et organisations intéressées et les associations de parties civiles sur l'éventuelle réalisation et mise en œuvre des réparations collectives et morales. Invite les États intéressés à coopérer avec les fonds pour garantir la bonne exécution des réparations individuelles et l'éventuelle réparation et mise en œuvre du programme de réparation collective. Désigne le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour connaître de toutes les questions qui pourraient survenir postérieurement à la dissolution des chambres africaines extraordinaires. Confirme la décision sur les réparations à ces autres dispositions. Invite, conformément à l'article 28 du statut, les victimes déclarées irrécevables et celles n'ayant pas participé aux procédures devant les chambres africaines à se rapprocher du fonds. Ordonne au greffier audiencier de la chambre d'assises de signer le jugement du 30 mai et 29 juillet 2016 rendu par la chambre d'assises. Enjoint à l'administrateur des greffes près des chambres africaines extraordinaires de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner une publicité adéquate au présent arrêt. C'est donc là, mesdames, messieurs, le résumé de l'arrêt. Le procureur général contre Hissène Habré, je vous remercie. Donc, on va suspendre. Le procureur général, avez-vous des questions? Oui, nous voudrons savoir si la décision est en ligne sur le site web des chambres africaines. Si. Nous avons donné des instructions qu'au sortir de cette salle, que l'arrêt soit disponible pour tout le monde. Donc, l'arrêt est à votre disposition, monsieur le procureur général. Hein? Il a été signé. Madame, vous voulez intervenir? Non? Demandez juste si c'est disponible en ligne ou bien seulement en version physique. En version physique et en ligne. Je vous en prie. L'audience est terminée.
Oui, mais je peux y aller. Alors, Maître Mounir Balal, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de l'arrêté de la Cour d'assises, de la Cour d'appel? Ben écoutez, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'on reste quand même, nous, en tant que Conseil de la Défense, sur notre faim, dans la mesure où nous estimons que, relativement à certains moyens que nous avions soulevés, la Cour d'assises d'appel n'a pas été pertinente du tout sur le rejet des moyens, notamment concernant l'irrégularité de la composition de la chambre d'instance. Nous continuons à penser de la manière la plus ferme que la chambre d'assises d'instance n'avait vraiment pas la composition qu'il fallait pour rendre son verdict. Comme vous avez pu le constater, l'essentiel donc de la sentence d'appel reprend donc les dispositions du premier jugement. Il y a cependant le fait que, au moins sur une question, à savoir le viol, la chambre d'assises d'appel a estimé devoir acquitter donc le président Habré sur ce point précis. Pour l'essentiel, elle a repris donc les motivations de la chambre d'instance et a confirmé le verdict qui avait été prononcé par cette dernière. Elle a apporté, en ce qui concerne les intérêts civils, quelques modifications, mais cet aspect-là, ne nous intéresse pas particulièrement en tant que Conseil de la Défense. Alors, pour votre expérience personnelle, depuis le début, par exemple, de ce procès, quelles leçons apprises pour l'avocat que vous êtes? Ben écoutez, ça a été pour nous, d'ailleurs je pense que je peux parler au nom de mes confrères, Maître Mbaïsen et Maître Abdoulning, ça a été une expérience enrichissante, je dirais même exaltante, compte tenu de la nature spécifique de la matière. Mais nous aurions souhaité quand même que pour une première africaine, comme le procès Habré, les choses se soient passées différemment. Nous avons toujours dénoncé en fait la précipitation dans laquelle ce procès a été organisé pratiquement pour se tenir à Dakar en pratiquement 2 ans. Nous estimons qu'il y a eu pas mal de couacs, d'imperfections, et que je souhaite qu'à l'avenir, de toute façon, au moins ce type de procès soit organisé avec beaucoup plus de... Voilà, Habré n'est pas toujours là, il n'est pas là ce matin. Est-ce qu'il a enfin accepté de vous recevoir ou bien c'est toujours le blackout? Non, nous communiquons par personne interposée, notamment son responsable de communication, mais sinon nous ne le voyons toujours pas. Et il ne veut toujours pas de défense, il n'en veut pas toujours. Ah ben ça y est, le procès est terminé de toute façon, et puis bon, ben... Oui, je... C'est bon, pour nous c'est bon. génnal ñu bëgg a gérer ñoom ñoo la fi fekk. kay ni du yàgg. épaule ko du yàgg. allez-y.
C'est bon, am nga tout recul, voilà. Venez par là. Maître. Génnal yow. C'est pas grave, ñëwal ni rek, ñëwal, bàyyi ko may. Venez madame. Venez. Voilà, c'est bon. Détourne-toi, grave. Que cette requalification n'ait pas été admise simplement, mais la Cour n'a C'est bon, bul sori, grave, dina baax. Y a pas de souci. Ouais. Alors, Maître Delphine, pour avocat des parties civiles que vous êtes, quels principaux enseignements tirez-vous de l'arrêt rendu ce matin? Nous sommes complètement satisfaits de cette décision qui a confirmé d'abord la condamnation à perpétuité et qui a accédé à notre demande en ce qui concerne les réparations civiles et surtout la création de ce fonds, le fait que la Cour demande aux victimes de se rapprocher du fonds pour faire examiner leur cas. On est complètement satisfaits. Mais quand même, en partie, Habré a été quand même lavé un peu du crime de viol. Hein? Non, ce n'est pas tout à fait cela. L'aspect que la Chambre d'appel a relevé, c'est sur la question juridique de la requalification qui a fait que la Cour ait dit que la Chambre d'assises a outrepassé ses pouvoirs en requalifiant. Mais la Chambre d'appel n'a pas dit que... Elle a infirmé quand même, elle a infirmé partiellement. Parce qu'il y a eu ce problème juridique de requalification. Là, sur le plan juridique, on considère que oui. Non, ça ne veut pas dire que Khadija n'a pas été violée par Hissène Habré. Non, c'est un problème juridique qui a fait qu'on a infirmé... mais tout fait non reconnu. Le cas, non, ça aurait été le cas que ça allait avoir de l'influence sur la peine. La Cour a confirmé la condamnation de Hissène Habré à la perpétuité. Ça veut dire que c'était juste une question de procédure, une question de requalification, que la Chambre était allée au-delà pour pouvoir faire ça, mais ça ne remet pas en cause les faits. Ça, c'est une interprétation. Maintenant, revenons au lendemain. Maintenant, il est fini le procès de Hissène Habré. Selon vous, par rapport à ce dossier, par rapport à tout ce qui s'est passé, quel lendemain entrevoyez-vous justement pour le Tchad, surtout à la suite de ce procès? Nous, on a été clairs depuis le départ. Nous avions dit que ce procès poursuivait deux objectifs, la lutte contre l'impunité et servait d'un élément pour pouvoir procéder à la réconciliation des enfants du Tchad. Et je crois que le travail qui reste à faire en ce moment, c'est sur les questions de réparation et sur les questions de la réconciliation nationale. On a déjà un élément pour pouvoir bâtir dessus. Et c'est à cet égard que nous disons... Le procès participe de la réconciliation ou vous ne pensez pas qu'il crée? C'est un élément qui permet, parce que la période d'Hissène Habré a été une période extrêmement dure pour les Tchadiens. Ça a marqué le début des divisions entre les enfants du Tchad. Et aujourd'hui, que le coupable a été désigné, que les victimes ont été reconnues dans leur statut de victime, on peut entamer un processus de réconciliation en utilisant justement cette décision-là. Merci. En Gambie.